Emmanuel Cheyi Adebayor cédera-t-il à la tentation d'une aventure en politique? La question taraude l'esprit de tous les Togolais depuis la volonté affichée du Comité d'action pour le renouveau CAR de voir le joueur désormais en retraite internationale dans les pages du parti politique. Pour ce dernier, on dirait qu'il n'attendait que le jubilé scellant sa fin de carrière pour lancer l'appel à l'endroit de l'ancien capitaine des éperviers. Selon les explications des premiers responsables du parti courtisan, l'ambition est de redorer le blason du parti de Maître Yaovi Agbouibo. Depuis le décès du président fondateur Maître Yaovi Agbouibo, le parti peine à se relever, mis à mal par des crises de succession, le tout couronné par une santé financière on ne peut plus fragile du parti. Yao Daté, le nouveau président du parti, espère mobiliser davantage de jeunes en s'appuyant sur le charisme et l'influence du joueur sur la jeunesse togolaise. Pour d'autres lecteurs de l'actualité politique togolaise, l'intérêt que porte le parti CAR aux joueurs pourrait être ailleurs, même si l'argument avancé n'est que l'arbre qui cache la forêt. Au temps fort de la crise sociopolitique au lendemain de l'adoption de la nouvelle constitution, nombreux ont été les Togolais à vouloir, de quelque manière que ce soit, connaître la position de Cheyi Emmanuel Adebayor. Sa réponse, j'y connais quoi en politique, insinuait déjà que la star togolaise ne voulait pas s'offrir un spectacle sur la scène politique. Aurait-il changé d'avis? Il n'y a que le CAR pour le savoir. Le marché alimentaire du Togo, plus particulièrement de Lomé au mois d'octobre, présente un tableau mitigé avec des fluctuations des prix des denrées de base et des céréales. Ces variations sont en grande partie attribuables à des conditions climatiques difficiles qui ont un impact direct sur les récoltes locales, créant aussi des tensions sur l'approvisionnement. Parmi les produits phares, le maïs, essentiel à l'alimentation de la plupart des Togolais, se vend entre 600 et 700 francs CFA pour un bol de 2,5 kg, tandis que le prix standard est de 650 francs CFA contre 500 francs le bol il y a encore quelques mois. Les haricots, auparavant négociés à 1000-1200 francs, affichent désormais des prix entre 3500 et 4000 francs CFA. Toutefois, des importations de petits haricots du Niger à 2500 francs offrent une légère détente des prix. Le sorgho se fixe à 1300 francs CFA et le riz largement importé se situe entre 1400 et 2000 francs CFA selon la qualité. Les prix des produits de première nécessité tels que l'huile, le lait et le sucre continuent d'inquiéter les ménages. L'huile végétale se vend à environ 1000 francs CFA le litre, le lait à 1400 francs CFA et le sucre à 1600 francs CFA le kilo. D'après l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSID, l'indice national harmonisé des prix à la consommation a connu une baisse de 4,7% en septembre 2024 pour les produits alimentaires. Malgré cette diminution, les variations de prix demeurent sensibles, reflétant l'interaction complexe entre l'offre locale et les importations, ce qui a un impact significatif sur le coût de la vie dans le pays. Le Togo veut inscrire les sites métallurgiques de Bassar au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO. Pour ce faire, les démarches administratives ont démarré récemment. Un plan de conservation et de gestion de ces sites a été validé à Bassar. Ces documents approuvés vont être soumis au Centre du patrimoine mondial, CPM. Ils définissent un plan de gestion quinquennal des sites concernés. Dans les détails, 7 sites ont été retenus pour figurer sur la liste de l'UNESCO. Il s'agit des sites Mpampo 1, Mpampo 2 et Dikpansaware qui se trouvent dans la commune de Bassar 1, Bichabé et Chogma à Bangeli dans Bassar 2, suivi de Nambambu et Tatré à Poutandior dans Bassar 3. Notons que selon les recherches archéologiques, les activités métallurgiques sur certains de ces sites remontent à 400 ans avant Jésus-Christ et se sont développées progressivement jusqu'au XXe siècle. Parmi les vestiges encore visibles sur ces sites, on retrouve près de 100 fourneaux de fonte partiellement ou entièrement debout, notamment en Mpampo 1 et Mpampo 2, et des traces d'extraction minière, des amas de scories atteignant parfois 4 mètres de hauteur, des likumanjoul qui sont des lieux de concassage du fer dans les zones de Bichabé et des dépôts de scories de forge.
Les communautés locales sont appelées à s'engager dans une gestion participative et à assurer la protection des sites. Après les sites métallurgiques de Bassar, les efforts se font pour intégrer aussi au patrimoine de l'UNESCO le site Aneho Glidi. Depuis 7 mois, à la force des bras, le tombeau se fait lentement une seconde peau. La base, les angles, l'escalier, toute la structure est renforcée. L'objectif, ramener la tour pyramidale à son état ancien. Une forme architecturale unique dans tout le Sahel d'Afrique de l'Ouest, qui fait la fierté des Maliens. C'est un monument très ancien qui montre la puissance et la grandeur de l'Empire Songwe, une preuve matérielle vivante aujourd'hui. Donc c'est un monument qui est inscrit aussi sur la liste du patrimoine national et sur la liste du patrimoine mondial. Ici, au fil du temps, les traditions locales se sont adaptées aux exigences de l'islam. Le site abrite 2 mosquées à toit plat et des nécropoles, tout enduites de banco, un mélange de terre argileuse et de paille hachée. Une protection fragile qui s'érode avec les intempéries et le grignotement des termites. Il y avait les bois qui étaient très fragiles, très dégradés, d'autres étaient cassés. Il y avait des piliers qui étaient tombés en 2011, en 2017, donc c'est des pathologies. La toiture, il y avait trop de charges avec chaque année ou chaque 2 ans le crépissage. Et il y a ces pathologies qui sont là qu'avec le projet, nous sommes en train quand même de réparer, de corriger. Des actions d'entretien sont aussi entreprises par la communauté. Ici, les habitants se sont longtemps improvisés gardiens du site, comme en 2012, lors de la rébellion djihadiste. À cette époque, 14 des 16 mausolées à Tombouctou avaient été détruits par des groupes liés à Al-Qaïda. Par peur de voir un autre trésor national disparaître, certains avaient monté la garde à côté du tombeau des Askia. Aujourd'hui, cette mémoire continue à être protégée. C'est un musée pour nous, si le mot me permet, et puisqu'il y aura des historiens qui quittent de lointain pour venir visiter notre site. Et le tombeau des Askia, ça a donné une image pour la région de Gao. Travailler la terre crue avec des artisans, fournir du bois local, tout est pensé pour sauvegarder les savoir-faire ancestraux. Cette restauration pose le défi de l'architecture traditionnelle face au changement climatique. Depuis plus d'1 mois, des pluies au-dessus de la normale s'abattent sur le Sahel. Et sous la pression du déluge, le toit d'une des mosquées a cédé. Dans l'Ituri, en République démocratique du Congo, la guerre a laissé des cicatrices profondes. Mais au milieu des ruines, une lueur d'espoir se dessine. Des centaines d'ex-miliciens, après des années de violence, ont décidé de déposer les armes et tentent de se réintégrer dans la vie civile. Léonie Safari, 20 ans, a connu l'enfer. Ex-combattante de la Codeco, un groupe armé actif dans le conflit d'Ituri, et la région la rébellion en 2020, après la mort de ses parents, cherchant à se venger. Ce sont les difficultés de la vie qui m'ont fait m'engager. Je n'avais pas besoin d'aller en brousse, mais j'ai perdu mes parents et la pauvreté m'y a poussé. Plus tard, j'ai décidé de quitter la rébellion pour promouvoir la paix dans notre pays. Dans ce village des Dionga, ces ex-miliciens autrefois terrorisant la population se sont engagés dans le développement communautaire, offrant une lueur d'espoir à une communauté meurtrie. J'ai déposé les armes. Aujourd'hui, je suis dans cette communauté. Ce que vous me voyez faire, c'est le premier travail que l'on m'a confié, celui de travailler sur la route pour percevoir une petite somme qui va m'aider, car la vie devient de plus en plus difficile. Au moins 6 groupes armés ont déjà déposé les armes et choisissent la voie de la réintégration, mais ils affirment être abandonnés par le gouvernement. Il y a ces jeunes, donc ces Congolais qui ont cet esprit patriotisme et ils ont quand même voulu délaisser ce qu'ils étaient en train de faire pour rejoindre le chemin de la vérité, le chemin de la paix, le chemin de la reconstruction du pays. Depuis 2021, le Nord Kivu et l'Ituri sont sous l'état de siège décrété par le président Félix Tshisekedi dans le but de lutter contre les groupes armés. 3 ans après, la paix peine à revenir. La société civile craint que la violence ne reprenne des plus belles. L'exemption des visas d'entrée pour les Ukrainiens détenteurs de passeports diplomatiques, pomme de discorde entre les alliés au pouvoir en Afrique du Sud. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement de coalition, membre de l'Alliance démocratique,
a annoncé dimanche l'accord irrélatif, suscitant l'opposition du Congrès national africain. L'ANC dénonce une décision unilatérale, le président Cyril Ramaphosa n'ayant pas été consulté. Cette affaire met en lumière la difficulté de l'exécutif sud-africain à prendre position face à la crise entre la Russie et l'Ukraine. Le camp du président Ramaphosa a jeté son dévolu sur la Russie, l'ANC ayant bénéficié du soutien de Moscou pendant sa lutte contre l'apartheid. L'Alliance démocratique, en revanche, a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Reste à savoir si les alliés trouveront un compromis. En attendant, chaque camp campe sur sa position. À 4 jours de la fin des inscriptions sur les listes électorales, ce n'est pas la foule au bureau installé au lycée municipal Ngarara de Bujumbura. Les Burundais ne seraient pas très motivés pour accomplir ces formalités, malgré les élections prévues en 2025. Pourtant, le gouvernement a multiplié les messages et même les menaces. Les non-enrôlés pourraient être sanctionnés. Le ministre de l'Éducation nationale a écrit à tous les directeurs provinciaux. Ceux-ci doivent veiller à ce qu'enseignants et élèves en âge de voter soient bien inscrits. Un forcing surprenant pour les opposants comme Léonce Ngendakumana, ancien président de l'Assemblée nationale. Après 20 ans utilisé de la force pour se faire enrôler, ça me surprend. Ça me surprend. 20 ans au pouvoir, c'est pas toi qui parles. C'est pas le parti qui parle. Ce sont les réalisations qui parlent. On n'a pas besoin de forcer. Le gouvernement ne voit pourtant rien d'anormal. L'enrôlement n'est pas optionnel, estimait Jérôme Nyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, après s'être inscrit dans sa région natale. C'est un devoir civique. C'est aussi parce que les gens pensent que participer aux élections, c'est seulement un droit. Mais ce n'est pas ça. C'est en même temps un droit, mais aussi c'est un devoir. La Commission électorale nationale indépendante est sur la même ligne. Devant la presse, vendredi dernier, son président a soutenu l'État dans ses efforts de sensibilisation de la population. Toutes les mesures que l'État peut prendre dans le sens d'éduquer la population, dans le sens d'aider la population à jouir pleinement et totalement de ses droits, c'est tout à fait normal. Et pour nous, la CENU, c'est bon. Nous allons avoir plus de gens qui participent aux élections et ça va crédibiliser davantage le résultat des élections. Alors que les inscriptions sur les listes électorales se terminent le dernier jour d'octobre, la CENI l'affirme. Plus de 64% des 6 millions de personnes attendues seraient déjà enrôlées au 27 octobre. Des chiffres déjà mis en doute par l'opposition. En 2025, 3 grands rendez-vous électoraux sont prévus au Burundi, dont les législatives et les sénatoriales. Les soutiens à l'agence de l'ONU chargée des réfugiés palestiniens se multiplient depuis qu'Israël a annoncé son intention de mettre un terme à ses activités à Gaza, ainsi qu'en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Selon son porte-parole, cette décision pourrait entraîner une détérioration significative de la situation humanitaire. Ce qui est en jeu, c'est potentiellement la vie des habitants de la bande de Gaza. Nous sommes en effet des acteurs essentiels de l'opération humanitaire. La population est dépendante de l'assistance vitale et si cette aide venait à être interrompue, les conséquences seraient catastrophiques. Et c'est le risque auquel nous faisons face. De manière plus large, la situation en Cisjordanie est également préoccupante. Des emplois sont perdus, des cliniques sont fermées et le niveau de bien-être de la population soulève de sérieuses inquiétudes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa profonde préoccupation face à cette décision, soulignant le rôle crucial que joue l'UNRWA dans la fourniture d'aide humanitaire aux réfugiés palestiniens.